Définie comme étant une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière, elle constitue une maladie dévastatrice dont le taux de létalité, c'est-à-dire le taux de mortalité, est souvent en augmentation. Elle constitue ensuite un problème de santé publique majeur en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Eh bien, nous sommes en train de parler de la méningite, très chers téléspectateurs de la SMA Togo TV. Un plaisir pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission de santé, Carrefour de la santé. C'est cette méningite dont nous parlons aujourd'hui avec un de nos invités que vous allez découvrir tout à l'heure. Il faut également noter que cette méningite cause en fait des épidémies qui sévissent dans des régions africaines que l'on appelle souvent les régions africaines, la ceinture africaine de la méningite. Nous recevons pour ce faire Dr Alexis Agboudjan Eden, qui est médecin généraliste, mais il est aussi artiste de la musique togolaise, un artiste gospel, bon, le meilleur pour la fin. Bonjour docteur. Bonjour Fichel. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va. En tout cas, un plaisir pour nous et à nos téléspectateurs de vous retrouver ce matin sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Voilà. Donc, nous allons parler de la méningite aujourd'hui. Ouais. Voilà, j'ai essayé de définir un peu la méningite. J'ai essayé de mettre un peu les téléspectateurs dans le bain. Dites-nous, c'est quoi la méningite, docteur? D'accord. La méningite, c'est une maladie, bien sûr, mais c'est défini par rapport à une inflammation des méninges. Et qui parle des méninges, en fait, on fait référence à des enveloppes ou des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Donc, leur inflammation définissent en fait cette maladie. Donc, il faut aussi noter en fait que l'inflammation va avoir plusieurs causes. Donc, dont notamment, on reviendra sur ça sur tout au long de l'émission, en fait. Voilà, c'est un peu défini pour le téléspectateur ce que c'est que la méningite. Donc, en gros, c'est cette enveloppe qui entoure le cerveau, enfin, qui entoure le cerveau, voilà, le cerveau que vous connaissez. C'est cette enveloppe qui entoure le cerveau qui est souvent inflammée pour une cause ou une autre. Voilà, c'est ce qui donne la méningite. Mais docteur, quelle est l'incidence aujourd'hui de cette méningite dans nos milieux? Oui, il faut dire en fait que c'est une affection qui devient de plus en plus fréquente dans nos régions, surtout en Afrique et plus particulièrement au Togo. Et ça crée notamment, comment dit-on, ça crée beaucoup de choses, à savoir, vous allez voir des patients qui viennent tardivement chez nous à l'hôpital. Je crois que vous marquez un point assez important. L'incidence est en croissance, en augmentation croissante, surtout en Afrique, on l'a dit tantôt dans l'introduction. Et c'est souvent cette zone de l'Afrique subsaharienne qu'on appelle souvent la ceinture africaine de la méningite. Ouais. Et l'OMS a même dit que sur 10 personnes atteintes de méningite, il y a une personne qui en décède. Et sur 5 personnes atteintes de méningite, il y a une personne qui présente des complications graves. Ouais. Voilà, en tout cas, il y a quand même, il y a quand même quelque chose à craindre en ce qui concerne la méningite. Ça a l'air d'être un peu en disparition, mais nous allons revenir tout à l'heure parce que pas plus tard qu'en mi-décembre 2022, une épidémie a été détectée au nord du pays, dans la région des Savanes et dans la région également de Loti. Voilà. Donc, docteur, dites-nous, on était en train déjà de parler des causes. Voilà, quelles sont les causes? Quelles sont les causes pour nos téléspectateurs? Qu'est-ce qui peut causer la méningite? Oui, en fait, pour les causes de la méningite, nous venons de dire en fait que c'est une inflammation des méninges, de l'enveloppe des membranes du cerveau et de la moelle épinière. Donc, ceci va avoir en fait plusieurs causes. Donc là, nous avons les causes qui sont virales, qui peuvent être bactériennes, et des causes parasitaires, et des causes qui sont carrément non infectieuses. Donc les causes virales, par exemple, on va mettre dans le groupe de ces causes-là les infections comme les virus, le virus de l'herpès, le virus de la rougeole, de la grippe, le virus des oreilles des oreillons. Vous avez, au niveau des causes bactériennes, vous pouvez avoir des pneumocoques, des méningocoques, par exemple, qui font partie de ce groupe-là. Il y a d'autres germes qu'on ne va pas pouvoir tout citer aujourd'hui. Et puis des causes parasitaires, des méningites qui vont être dues aussi à des champignons. Au niveau des méningites non infectieuses, on va retrouver plus en fait les maladies auto-immunes, donc les maladies auto-immunes, et vous avez aussi également les états cancéreux. Donc les états cancéreux avec peut-être surtout les métastases de certains cancers, donc la racine que va envoyer certains cancers, en l'occurrence le cancer des poumons et le cancer des seins par exemple, peut s'orienter évidemment vers les méninges et provoquer cette inflammation et être à l'origine de cette maladie. Donc c'est possible. Donc voilà un peu regrouper les causes en fait probables de cette maladie. Il faut donc retenir que cette inflammation n'a pas seulement comme cause les infections, les agents infectieux, elle peut également avoir comme cause
des causes non infectieuses. Effectivement, Voilà, et effectivement. vous avez parlé de cancer, Ouais. mais et ça, c'est quoi que vous avez dit que les cellules cancéreuses, Oui. une fois envoyées vers les méninges, Mm. ces cellules, voilà, elles vont créer une inflammation, Ouais. et c'est ce qui va donner une méningite. Imagine. Maintenant, en ce qui concerne la cause infectieuse, Ouais. causée par les parasites, les bactéries, tout ce qui est quand même agent infectieux, les virus, les champignons, qu'en est-il exactement de la voie de transmission? C'est-à-dire que est-ce que ces virus existent-ils, voilà, dans le sang préalable ou... Oui, oui, justement, en fait, c'est ce qui fait qu'il y a une contamination qui existe dans cette maladie. Souvent, vous savez, lorsqu'on prend par exemple le cas des méningites qui vont être dus aux bactéries, nous prenons en l'occurrence la bactérie, une bactérie comme les pneumocoques et les méningocoques, ces deux bactéries en fait vont se retrouver dans la gorge et puis au niveau des voies narinaires, donc au niveau des narines. Donc du coup, la contamination s'effectue par ces gouttelettes, les sécrétions respiratoires qui vont sortir de la bouche ou du nez dans une population donnée. Donc c'est là, c'est en ce moment que la contamination est favorisée. Donc une fois arrivé, c'est vrai qu'automatiquement ça ne déclenche pas cette méningite, mais c'est parce qu'ils seront, ces germes seront à l'origine en fait d'une infection et qui sera maltraitée. Et donc c'est parce que ces infections seront maltraitées que ces infections vont devoir s'orienter envahir le sang, aller vers les méninges et créer cette situation que nous observons souvent dans ces cas-là. Voilà. Mais en même temps, cette question cette réponse, pardon, me ramène à d'autres questions, hein, soulève en moi d'autres inquiétudes pour bon? mes téléspectateurs. Voilà. D'accord. Est-ce que, c'est-à-dire que nous sommes en train de parler de cancer, bon, je suppose que, hein, voilà, pour nos téléspectateurs, un enfant ou bien un nouveau-né ne peut pas avoir de cancer naturellement. C'est bel et bien qu'il existe, hein, des tumeurs chez les enfants, il existe bel et bien des cancers chez les enfants. Mais pour le commun du mortel, un enfant ou un nouveau-né ne peut pas avoir un cancer, ou un enfant, un nouveau-né qui naît là actuellement est supposé être stérile, hein, Ouais. est supposé ne pas encore avoir de bactéries parce qu'il vient à peine de sortir du ventre de sa mère. Mais par contre, on retrouve quand même que ces êtres vivants, hein, si innocents, présentent quand même à un moment donné, ou bien sinon même à la naissance, une méningite. Je m'en vais alors poser la question à savoir, est-ce qu'il y a des personnes à risque spécialement? Oui, effectivement, il y a des personnes à risque. Et lorsqu'on parle des personnes à risque, c'est plus les enfants et les adolescents. Donc, nous avons parlé du mot de contamination, mais lorsque, par exemple, nous voulons parler d'un cas plus précis, les nourrissons ou les nouveau-nés qui vont sortir, qui vont être exposés, par exemple, à ces cas-là, c'est souvent une transmission qui va être verticale, c'est des infections qui vont avoir de la part de leur maman au moment de l'accouchement, et ça peut s'effectuer. Donc ça se passe généralement. Donc les enfants et les adolescents seront plus exposés à cela parce que souvent au niveau de la grande enfance, vous savez, les règles d'hygiène ne sont pas trop respectées. Et vous voyez les collectivités d'enfants, les crèches et autres, là, c'est les lieux préférentiels où les enfants s'échangent presque tout, et même les virus, les bactéries. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça en fait, nous pensons que l'affection est beaucoup plus grave lorsqu'il s'agit en fait de cette tranche de la population. Voilà. Donc les personnes à risque, en fait, ce sont des personnes plus susceptibles, hein, de développer plus des complications. Voilà. Sinon, la méningite, tout le monde peut faire sa méningite, mais les Effectivement. personnes susceptibles de faire des complications rapidement, ce sont ces personnes que nous appelons des personnes à risque. Et il s'agit des nouveau-nés, des nourrissons, mais en même temps également des personnes âgées, parce que ces personnes âgées présentent en fait une immunodépression. Ces personnes âgées, avec le temps, avec l'âge qui avance, trouvent leur système immunitaire diminué, et c'est pour cela que ces personnes sont plus habilitées à faire des complications lorsqu'elles sont atteintes de méningite. Mais parlant ensuite de ces personnes, quelles sont les manifestations cliniques? Est-ce que ces manifestations cliniques d'abord varient-elles, hein, d'une personne à une autre? Ou, je vais dire plutôt en fait que les manifestations cliniques des méningites vont varier en fonction de l'agent qui est en cause. C'est-à-dire si c'est une bactérie, s'il s'agit d'un virus ou s'il s'agit d'un parasite ou peut-être d'un processus non infectieux par exemple. Donc les manifestations seront en rapport avec l'agent causal. Maintenant, de façon beaucoup plus courante, nous avons des symptômes que nous voyons de plus en plus en fait, que nous voyons couramment dans presque toutes les méningites, c'est à savoir, par exemple, vous allez avoir un enfant ou une personne qui va avoir une nuque raide, la fièvre qui est là, les céphalées, des maux de tête, comme on le dit souvent. Vous pouvez avoir des épisodes de vomissements, de nausées, et il peut y avoir aussi également une altération de la conscience, et voire même des crises convulsives. Donc les crises que les enfants tombent avec, ils font des crises et autres. Donc c'est à peu près en fait ce que je peux dire par rapport aux manifestations
manifestations couramment rencontrées dans les cas de méningite, des cas que nous voyons en fait à l'hôpital. Maintenant, ces manifestations varient-elles en fonction de l'agent causal, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait une méningite causée par des cellules cancéreuses par rapport à quelqu'un, un nouveau-né qui fait sa méningite parce qu'il a pris Ouais. les germes dans le tractus, dans Mhm. le tractus vaginal de sa maman, Ouais. malheureusement, au cours de l'accouchement. Est-ce que ces manifestations sont-elles pareilles? Non, pas souvent, parce que souvent chez nous, prenons par exemple le nouveau-né. Le nouveau-né, à son niveau, on va pas s'attendre forcément à avoir une nuque raide auprès d'un nouveau-né avant de se dire en fait c'est une méningite. Peut-être c'est trop de souplesse peut-être. Un enfant qui devient par exemple très irritable, Oui. inconsolable, d'accord, qui crie à chaque fois. Donc ça par exemple pour le praticien devant ces cas-là, associés bien sûr à la prise des constantes et autres, on peut se dire déjà que c'est probable que cet enfant fasse une méningite, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on compare en fait les mêmes manifestations que nous allons observer chez l'adulte. L'adulte qui va beaucoup plus développer une raideur, une fièvre, une céphalée, des choses, des symptômes qui sont subjectifs et puis objectifs au regard du praticien. En gros, la grande décision, hein, la grande décision revient à votre personnel de santé parce que je crois que là, les symptômes, hein, les manifestations cliniques sont un peu pareilles, hein, en matière de grande ligne. Tu as une altération de la conscience, tu as une atteinte de l'appareil digestif, tu as une altération de l'état général. Ouais. Mais par contre, ces grandes lignes se manifestent d'une façon différente en fonction de l'individu qui est atteint de la maladie. Parce que l'individu, voilà. une personne âgée qui a une altération de la conscience verra peut-être en son état de conscience diminuer comment dire, son aptitude à reconnaître les choses va être diminuée. Voilà. Mais par contre, un nouveau-né qui a une altération de la conscience est irritable, pleure et souvent tout. c'est frustrant, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Voilà, surtout chez les enfants, ils pleurent sans pouvoir rien dire, hein, sans pouvoir exprimer leur souffrance. Il faut quand même retenir donc que la grande partie du travail revient à votre personnel de santé dans tous les cas. Demandez toujours conseil auprès de votre personnel de santé. Nous ne cesserons jamais de le dire assez. Voilà, prenez conseil auprès d'un agent de santé. Dirigez-vous vers un centre de santé, quitte à ce qu'on vous dise que ce n'est pas grave ou qu'on vous oriente vers une spécialité donnée. Maintenant, là, nous avons vu les manifestations. Qu'en est-il du diagnostic positif exactement? C'est vrai que c'est quand même une question qui est un peu plus technique, mais comment une personne peut-être qui vit à Djangparanga quelque part là-bas peut suspecter une méningite chez son enfant, surtout que c'est une infection grave, voilà, et dont le traitement est urgent, voilà. Comment est-ce qu'une personne peut suspecter quand même une méningite depuis chez elle ou suspecter une méningite chez l'enfant de son voisin afin de les orienter? Bon, là, si on veut reprendre cette question peut-être à deux volets, donc le premier volet serait la détection des signaux, les alertes, des signes d'urgence qui doivent amener en fait les parents à consulter vite. De toute façon, en fait, toute affection dans laquelle on retrouve en fait des signes de gravité, bon, des signes, à savoir la fièvre auprès d'un nouveau-né ou un enfant qui ne va pas bien. Bon, la première des choses qu'on recommande à la population générale, c'est d'aller vers un centre de santé. Maintenant, si pour être plus spécifique dans le cas de la méningite, c'est vrai, c'est une affection en fait qui va se manifester, comme je l'ai dit, en fait, qui n'aura pas une droite ligne ou soit un carnet d'adresse précis par rapport à ces manifestations. Donc, du coup, peut-être que, comme couramment, je l'ai dit, bien sûr, des signes qui sont beaucoup plus fréquents, on peut peut-être retrouver l'enfant, peut-être qu'il va avoir une nuque qui est raide, ou les céphalées, d'intenses maux de tête, par exemple, peut déjà faire suspecter en fait cette maladie-là. N'oublions pas, nous sommes dans une région tropicale, Seychelles, parce que nous sommes exposés au paludisme et souvent en fait, comme je l'ai dit, les signes ne peuvent pas réellement montrer en fait que vous êtes précisément en face d'une méningite. Donc du coup, le choix au niveau des parents serait d'abord, quel que soit ce qui se passe, d'orienter les enfants à l'hôpital. Maintenant, à l'hôpital, le diagnostic va donc se faire sur la base des signes cliniques. D'abord, le médecin va évaluer, le médecin va voir est-ce qu'il y a des signes cliniques qui vont faire suspecter grandement la méningite, la raideur, nous avons parlé de la raideur de la nuque, il y aura les céphalées, les vomissements en jet et autres, et il y a d'autres signes qu'on retrouve au niveau de l'examen, le signe de Kernig et autres, donc on va retrouver et le médecin déjà conclut
comment dire, faut faire une forte suspicion en fait de la méningite, mais c'est pas encore fini. Le médecin va maintenant demander des examens biologiques pour pouvoir confirmer son diagnostic, Ouais. dont notamment en fait Ouais. la ponction lombaire qu'on va faire et explorer le liquide de ponction, le liquide, comment dire, céphalorachidien. Rachidien. Donc c'est le liquide qu'on va. Souvent en fait les parents n'aiment pas trop, ne comprennent pas trop pourquoi est-ce que des Ouais. fois Surtout pourquoi piquer le pourquoi dos de piquer le dos de l'enfant, l'enfant. Donc c'est justement, surtout lors d'un épisode de paludisme grave en neurologie, voilà. et l'enfant fait crise, vous amenez à l'hôpital, et puis les médecins décident en fait de piquer, de faire une injection, de prélever quelque chose dans le dos. En fait, c'est ce liquide-là qui est recherché. Donc on va essayer de prendre Ouais. une certaine quantité de liquide céphalorachidien, et puis avec ce liquide maintenant, on va l'amener au laboratoire pour essayer de voir si on retrouve les germes probables qui peuvent être la cause de la méningite pour pouvoir mieux traiter en fait cette maladie. Donc c'est ce qui se fait en général. Donc après l'analyse biologique, on peut être amené avec en associant cela au signe clinique, définir en fait ou conclure à une méningite. En tout cas, là, moi, je pense que j'allais quand même vous arrêter parce que, très, très cher téléspectateur, n'allez pas faire le docteur chez vous, hein, parce que tout ce qu'il a dit, c'est vrai quand même que c'est technique, mais n'attendez pas quand même, hein, ne vous attendez pas quand même à avoir tout ça avant d'amener votre enfant à l'hôpital. Amenez toujours votre enfant à l'hôpital. Nous venons de le dire, hein, orientez votre parent à l'hôpital, orientez votre parent vers un personnel de santé. Hein. Ce sont des personnes habilitées qui pourront également vous aider en ce qui concerne les signes cliniques qu'il vient de citer. En ce qui concerne maintenant le diagnostic positif, il est purement posé par votre médecin soignant. Voilà. Ce n'est pas également à vous d'aller demander à votre médecin soignant, s'il vous plaît, de faire une ponction lobaire à votre enfant, à votre parent, parce que tout ça est guidé par des signes cliniques, tout ça est guidé par une chronologie, hein, une chronologie, une suite, hein, ou sinon un suivi de l'apparition des différents signes qu'on vient de citer. Nous allons quand même tout à l'heure marquer une petite pause, il y a la régie qui me fait signe, et nous allons revenir dans la seconde partie de l'émission. Nous allons finir cet entretien dans la seconde partie, et ensuite nous allons prendre la seconde rubrique, hein, par rapport aux questions que l'équipe de Monsieur Raymond a collectées, voilà, chez nous, D'accord. chez la population. D'accord. Voilà. Et nous allons revenir tout à l'heure. Voilà, merci. Eh bien, bienvenue dans cette seconde partie de votre émission de Santé Carrefour de la Santé. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur votre première chaîne missionnaire togolaise. Nous sommes avec Dr Alexis Agbodjan, médecin généraliste. Nous allons nous arrêter là, le meilleur pour la fin tout à l'heure. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous venons de parler tout à l'heure du diagnostic de la méningite et j'ai attiré l'attention des téléspectateurs en ce qui concerne le diagnostic positif de cette méningite. Ce diagnostic est posé, hein, exclusivement par votre personnel de santé. Il ne s'agit pas d'aller à l'hôpital et de demander à votre personnel de santé. J'ai suivi l'émission de Dr Faisal, il a demandé qu'on fasse une ponction lombaire. Voilà. Tous ces examens paracliniques quand même sont guidés par, hein, les signes que va présenter le malade. Ensuite, il y a également la chronologie, hein, la chronologie dans l'apparition de tous ces signes. Docteur, maintenant, nous allons parler du traitement. Dites-nous exactement, qu'en est-il du traitement de la méningite? D'accord, oui. Par rapport au traitement aussi, ce serait en fonction du gemme qu'on aura à trouver. Et c'est un traitement qui est bien codifié. C'est vrai que souvent, en fait, dans les cas de méningite, il faut le rappeler, la méningite, c'est une affection qui est grave. Donc, c'est une urgence médicale. Mm. Donc, du coup, lorsqu'on est devant un cas de méningite, rapidement, en fait, on mobilise tout. Donc, il y a des volets de traitement. Donc, ça dépend de du moment, c'est-à-dire de la situation dans laquelle on retrouve le patient. Et s'il faut réanimer, on met en place des mesures de réanimation et on s'associe directement à un traitement d'étiologie, donc un traitement de la cause de la méningite, et on suivait cette malade-là, ou le malade. Donc après, qu'est-ce qu'il faut dire encore sur le traitement? On ne va pas être trop spécifique, mais les gens doivent savoir juste qu'en fait, qu'au niveau de traitement, on va mettre en place des antibiotiques, comme un traitement spécifique d'un germe donné. Il y aura d'autres types de médicaments qui peuvent être utilisés dans des cas de médecine spécifiques. Donc, du coup, bref, pour pouvoir le dire, ça dépend en fait du germe en cause et il ne faut pas avoir peur.
Les médecins sont bien formés pour ça. En tout cas, stop à l'automédication. Une raison d'aller à l'hôpital, voilà. Le germe en cause de votre méningite ou de la méningite de votre parent sera détecté. C'est en fonction du germe qu'un traitement sera mis. Auto stop voilà à l'automédication, voilà, auto-stop à l'automédication, voilà, ce sera une devise pour nous, hein, très chers téléspectateurs. Auto-stop à l'automédication, voilà, rendez-vous toujours à l'hôpital, surtout en ce qui concerne le traitement, voilà, l'agent causal sera isolé, c'est en fonction de cela que le traitement sera fait, surtout que cela est une urgence parce qu'on ne sait pas, ça peut être une méningite, ça peut ne pas être une méningite. Au cas où c'est une méningite, le décès peut survenir en docteur dans les 24 heures qui suivent. Hein. Effectivement. Voilà, donc c'est vraiment une urgence vitale. Voilà. Et il faut vraiment y faire attention, il faut être à l'écoute de votre corps, il faut être à l'écoute de la santé de votre famille. Hein. Maintenant, quand même, est-ce que le traitement assure quand même la guérison à 100%? Ou avec ce traitement, y a-t-il des complications? Ou les complications ne sont là que lorsque la maladie n'est pas traitée? Bon, en fait, c'est ni l'un, bon, je vais pas dire ni l'un ni l'autre, mais en fait, si vous, lorsque par exemple, il parle en fait, du stade auquel en fait, on reçoit le patient, si le traitement est bien démarré, bien suivi, bien codifié, c'est-à-dire on suit bien ce patient, on peut faire un bon traitement et, et éliminer la pathologie ou la maladie, mais il peut y demeurer en fait des séquelles. Ça dépend de l'évolution du stade. Si le truc a déjà évolué et entraîné des complications, vous pouvez avoir un traitement pour la méningite et avoir quelques bobos. Maintenant, de façon générale, si c'est prise en charge très tôt, ben, on guérit de la méningite. Il n'y a pas de problème. Donc on guérit de la méningite si la cause est trouvée et un traitement est bien fait. Je pense que ça peut se faire. Voilà. Donc voilà, la cause est détectée, le traitement est bien fait, les complications vont être rares, mais nous aurons quand même savoir en quelque sorte quelles sont ces complications, quelles sont les séquelles que peut avoir une personne qui a déjà eu la méningite. Déjà, vous pouvez avoir par exemple les pertes auditives, c'est-à-dire vous voyez un enfant ou un adolescent du jour au lendemain qui devient sourd, qui n'entend pas bien. Donc une cécité peut apparaître, donc cécité, donc la vue qui sera affectée. Des cas de paralysie ont été rapportés et le coma est là, on n'oublie pas. Et puis le vide, le noir aussi est là, c'est-à-dire la mort. D'accord. Les complications peuvent aller de tout ce que je viens de citer à la mort. Donc c'est possible. Donc si c'est pas traité, surtout. En tout cas, j'ai quand même aussi lu quand même sur les cicatrices et les amputations. Oui, effectivement. Qui peuvent aussi survenir. Voilà. Ouais. En tout cas, il faut vraiment y faire attention. Nous l'avons dit dans l'introduction, c'est une maladie très très grave qui est actuellement un problème majeur de santé publique, surtout en Afrique subsaharienne. Et cette région a même été détectée et a été appelée la ceinture de la méningite africaine. Et nous vous le rappelons que pas plus tard qu'en mi-décembre 2022, il y a une épidémie de méningite qui a été détectée dans la région du nord du Togo, dans la région de la savane, voilà, et également dans la région de Loti. Donc il faut vraiment y faire attention, les regroupements de masse. Voilà, quand vous envoyez vos enfants à la crèche, il faut vraiment prendre les mesures pour éviter toute infection, pour également toutes ces personnes qui sont alcoolo-tabagiques. C'est le moment pour vous de cesser de prendre de l'alcool parce que c'est quand même des éléments qui sont pourvoyeurs du cancer. Or, le cancer peut être également la cause de la méningite. Ça, c'est ce que je peux dire à nos téléspectateurs. En attendant que vous nous parliez quand même de la prévention de la maladie. Voilà. Justement, donc c'est la bonne nouvelle en fait. C'est une maladie en fait qu'on peut prévenir, bon, même si c'est pas dans sa globalité, parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous disposons des vaccins pour certains germes, donc surtout les germes bactériens. Nous avons par exemple le vaccin contre la méningocoque, le pneumocoque également. Et vous avez le vaccin contre l'hémophilus influenzae aussi qui est disponible. Donc ce qui se fait même dans le programme élargi de vaccination, donc ces vaccins sont disponibles pour les enfants et au niveau des adultes aussi. Les centres de vaccination existent aujourd'hui de nos jours pour pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir se vacciner et éviter cette maladie. Maintenant, après, d'autres choses qu'il faut conseiller à la population, c'est les mesures d'hygiène. Donc les mesures d'hygiène, le lavage, c'est vrai que vous avez vu que la Covid nous a laissé quand même un héritage. Et donc l'héritage, là, c'est le lavage des mains, d'accord, à l'eau et au savon, avec le port des bavettes, des cache-nez, qu'on a l'habitude de dire, dans les regroupements où vous avez une collectivité, vous rentrez dans une collectivité où il y a une toux qui se déclare, une grippe qui se déclare, et autres, bon.
vous essayez vite de porter les cache-nez. Aussi pour les parents, il faut savoir en fait que tous les épisodes, peut-être de rougeole, de grippe auprès d'un enfant, ou d'herpès par exemple auprès d'un enfant, en fait, certains épisodes doivent nécessiter en fait un suivi. Donc, ça doit nécessiter un suivi qui va faire en fait qu'on puisse quand même interagir ou anticiper sur quelconque évolution de cette maladie vers le sang et provoquer peut-être plus tard un envahissement et être à l'origine des méningites. En tout cas, tout ce qui peut être à la base d'une infection, voilà. Le Covid nous a laissé derrière lui un héritage, le lavage des mains et le port des masques parce que la transmission interhumaine peut se faire à travers des gouttelettes salivaires, voilà, lors de vos éternuements ou lorsque vous toussez. Il faut également noter le lavage des mains qui est très très important lorsque votre enfant revient de l'école, lorsque votre enfant veut manger. Bien veiller à ce que cet enfant se lave les mains, voilà, avec du savon et de l'eau propre. Après, également l'air. Nous tenons également à y ajouter le vaccin qui est disponible et qui est, je crois que c'est déjà intégré dans le programme élargi de vaccination. Voilà, c'est déjà un plus voilà, que le gouvernement fait, je crois. Hein. Ouais. Voilà, pour éviter cette maladie parce qu'il n'y a pas plus mieux que la prévention en ce qui concerne la maladie. Mais en même temps, à la une, j'ai quand même retrouvé voilà, sur le net les actions de l'OMS voilà, et j'ai lu là-dessus. Il est écrit: l'OMS a établi la feuille de route mondiale vaincre la méningite à l'horizon 2030. Avec le soutien de nombreux partenaires, cette stratégie a été approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé en 2020 dans sa toute première résolution sur la méningite, adoptée par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé à l'unanimité. La feuille de route dont le but est d'aller vers un monde sans méningite, voilà, c'est l'objectif que s'est fixé l'Organisation mondiale de la santé, aller vers un monde sans méningite. Il est fixé pour se faire 3 objectifs pour y parvenir. Le premier objectif, c'est d'éliminer les épidémies de méningite bactérienne. Premier objectif. Deuxième objectif, de réduire le nombre des cas imputables à la méningite bactérienne à prévention vaccinale de 50% et le nombre de décès de 70%. Nous l'avons dit tout à l'heure dans l'introduction, sur 10 personnes atteintes de méningite, une personne décède et sur 5 personnes atteintes de méningite, une personne présente des séquelles ou encore des complications graves. Le troisième objectif qui est donc de réduire le handicap et améliorer la qualité de vie à la suite d'une méningite, toutes causes confondues. L'Organisation mondiale de la santé s'emploie à élaborer un plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques, en consultation avec les États membres afin de surmonter de nombreuses difficultés et de combler de nombreuses lacunes liées à la prestation des soins et de services pour les personnes atteintes d'épilepsie et d'autres troubles neurologiques partout dans le monde. Il faut donc retenir de ces 3 objectifs que c'est très très capital pour vous de reconnaître d'abord les premiers signes de méningite parce que c'est la seule chose qui peut vous aider à détecter une épidémie lorsque vous voyez le même signe voilà, qui intervient ou bien qui surgit de nulle part chez plusieurs personnes en même temps à la fois. Maintenant, en ce qui concerne de réduire le nombre de cas imputables, voilà, il s'agit dans un premier cas de pouvoir adhérer totalement au programme élargi de vaccination et de faire suivre ce programme par votre enfant assidûment, voilà. Et ensuite, la seconde chose, c'est lorsque vous contractez cette maladie, il faut vraiment être sûr que le traitement sera très très bien fait parce que c'est ce traitement bien fait qui va éviter que les complications y surviennent parce que nous avons parlé des complications, nous avons parlé des séquelles, mais il faut également noter que ces complications, ces séquelles ne sont pas toujours systématiques parce qu'une méningite bien traitée peut être guérie définitivement sans séquelles et sans complications. Voilà, docteur, c'est un peu en résumé, si je peux vous expliquer les clauses de l'OMS au cours de leur voilà, assemblée générale en ce qui concerne la méningite en novembre 2020, je crois. Ouais. Voilà, si j'ai bonne mémoire. Maintenant, docteur, les bonnes choses pour la fin. Nous l'avons dit au début, il est médecin généraliste, mais il est également artiste de la musique togolaise, artiste gospel. Nous n'allons pas le laisser partir de ce plateau sans nous mettre dans de la bonne musique, dans de la bonne ambiance, voilà, avec sa voix. Nous allons profiter de louer le Seigneur pour le remercier, d'être toujours avec nous, voilà, pour le remercier pour votre santé, parce que cette santé que vous entretenez en restant fidèle, voilà, à votre émission et à notre émission de santé, Carrefour de la santé. Docteur, vous avez besoin de respirer ou bien on peut
on peut entamer. Oui, on peut entamer. En fait, la chanson veut dire en fait que la gloire fait son tour. Voilà. Et bon, les gens peuvent déjà visiter ça sur YouTube. La gloire fait son tour. Très chers Voilà. téléspectateurs, c'est chaud. Voilà. Donc, elle fait son tour. Donc, on va juste chanter une première partie. Mais après, il faut rajouter que la santé fait également son tour avec Carrefour de la santé. Oui, justement. Voilà. Et on est justement dans le tour. Voilà, nous sommes toujours dans le tour. Voilà, très chers téléspectateurs. Donc, on va chanter une première partie. Je veux dire très haut que je garde espoir des jours plus glorieux pour ma vie éprouvée, comme ce fut le cas pour David, pour Sarah et Joseph. Ce que j'ai compris, cette gloire fait son tour, elle fait son tour. Ça vient et elle viendra. Ah. Bon, la gloire, en fait, la chanson est en train de parler de la gloire, et cette gloire, en fait, fait son tour. C'est-à-dire, si nous voyons le cas de David, par exemple, David qui a eu à souffrir dans les mains de Saül jusqu'à atteindre comment dire, sa royauté. Vous avez aussi, par exemple, Sarah qui a cherché son enfant jusqu'à un âge donné, mais lorsque son tour est arrivé, elle est rentrée dans cette gloire. C'est de la même façon que nous voyons l'histoire de Joseph également. Donc, dans notre vie actuellement, si quelle que soit la situation qu'on vit, il faut s'attendre à ce que notre tour de gloire arrive, et elle arrivera certainement. Nous allons tout à l'heure passer à la rubrique nous voulons savoir, le micro pour la population pour nous dire ce qu'ils voudraient savoir, quelles sont leurs inquiétudes. Et la méningite, c'est une maladie qui attaque souvent le cerveau. Ce n'est pas une maladie infectieuse quand même, c'est pas gris aussi. En tant que jeune ou bien étudiant, je peux poser la question de savoir pourquoi je dois craindre la méningite. Oui. Voilà, à savoir, lui en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'il doit craindre en ce qui concerne la méningite et comment est-ce qu'il doit faire pour l'éviter? En fait, pour bien comprendre en fait la question, c'est pourquoi est-ce qu'il doit craindre en fait la méningite. Comme nous l'avons dit au début de cette émission, que c'est une maladie qui est grave. Donc c'est une maladie, c'est une urgence médicale. Donc c'est-à-dire si on parle d'urgence médicale, c'est-à-dire si rien n'est fait dans le cas de méningite, bon, la mort peut survenir. Donc du coup, c'est pour ça en fait il faut craindre la méningite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas l'avoir? Donc nous avons parlé des mesures de prévention qui existent de nos jours via les vaccinations et puis la prise en charge aussi très tôt à l'hôpital. La méningite, selon moi, c'est une maladie cérébrale qui se manifeste par des températures élevées. Moi, j'ai 2 questions à poser sur la méningite. Premièrement, est-ce que la méningite peut tuer? Et deuxièmement, dans quel cas la méningite tue? Merci. Voilà. Est-ce que la méningite peut tuer? Elle a été directe, il ne faut pas passer par 4 chemins. 4 chemins pour aller en haut, bien sûr. Donc là, on vient de répondre à la même question. Oui, la méningite peut, si je peux emprunter ces mots, c'est dire la méningite peut tuer. Donc, surtout lorsqu'il n'y a pas de prise en charge, lorsqu'il y a des complications, lorsqu'on ne se lève pas très tôt pour aller à l'hôpital, la méningite peut évidemment tuer. La méningite, bon, selon moi, je peux dire que la méningite, c'est une maladie qui touche spécialement le cerveau ou bien la moelle épinière. Bon, selon moi, je peux vous demander quelles sont vos dispositions que vous prenez actuellement selon cette maladie de la méningite. Et maintenant, qu'est-ce que vous nous réservez dans le futur ou bien à nos proches, ceux qui sont avec nous? Maintenant, ceux qui ils seront attaqués par cette maladie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là? Docteur Alex, qu'est-ce que vous nous réservez dans le futur? Bon, dans le futur, le futur viendra bien. C'est un peu vague la question qu'il nous pose en fait. Mais là, si je reviens un peu sur la première question, savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a déjà la vaccination qui est là.
D'accord, donc c'est ce qui est réservé, voilà. Et dans le futur, on espère qu'on aura peut-être la sortie de l'apparition de nouveaux vaccins qui vont nous aider, bien évidemment, à combattre efficacement cette maladie. En tout cas, commencez par respecter toutes les mesures préventives que nous avons données dans cette émission et vous allez voir ce qui peut arriver dans le futur. Meningite edokayo inkai kozeni. Un petit récapitulatif pour ces derniers qui a parlé en vernaculaire. La méningite est demandé à savoir c'est quelle maladie et qu'est-ce qui est la cause de la maladie. Je crois que ce sont des questions. Les questions que nous avons répondues, mais pour le téléspectateur qui vient de nous rejoindre, on peut dire en fait que la méningite, c'est une inflammation des méninges, les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière, donc une structure qui se trouve en fait dans nos colonnes vertébrales jusqu'au niveau du cerveau. Voilà, donc cette inflammation qui va être due à la présence des infections virales, parasitaires, peu importe la cause. Voilà, peu importe la cause. Voilà. Donc c'est ça qui est à l'origine en fait de cette méningite. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous. La régie qui nous talonne déjà par rapport au temps, nous allons juste demander à Dr Alexis de nous dire un petit mot de fin. Voilà pour la fin de cette émission. Pour mot de fin, ce que je dirais, c'est dire en fait aux téléspectateurs en fait que la méningite c'est une maladie qui est une urgence médicale, donc c'est une maladie grave. Donc lorsque vous pensez que votre enfant ou quelqu'un qui est à côté de vous est en train de souffrir d'une maladie pareille, n'hésitez pas, rendez-vous rapidement à l'hôpital. Mais de plus, essayez de tout faire pour pouvoir prévenir, parce que la prévention est beaucoup plus meilleure, et parce que nous disposons des vaccins aujourd'hui et un programme élargi qui prend en charge en fait les nouveau-nés jusqu'à des enfants, des grands-enfants à partir de certain âge. Donc le mieux, c'est d'aller vers ces centres-là pour se faire prendre en charge. Voilà, et il a tout dit, toujours s'orienter vers un centre de santé ou prendre conseil, prendre un agent de santé, c'est capital, c'est impératif. Et bien, très chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité, merci pour vous qui êtes restés avec nous du début jusqu'à la fin, en tout cas, restez pour la suite de nos programmes, voilà, sur la SMA Togo TV. Portez-vous bien et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un prochain numéro. Bye bye.